soirée spéciale éditrice, donc spéciale femmes. Nous ne sommes que des femmes ce soir. Nous allons retrouver Sarah Rigaud, qui est éditrice aux éditions Les Escales. Nous avons Lola Nicole, qui est éditrice aux éditions Delcourt. Nous avons Caroline Laurent, qui est devenue éditrice indépendante, elle nous en parlera, je suppose. Et pour les interroger, nous avons Charlotte Milandry, qui est la fondatrice du blog Les 68 premières fois. Avant de vous laisser la parole, mesdames, je vais rappeler aux participants, amis lecteurs, qui peuvent poser des questions en utilisant l'onglet Converser. Et je reviens au bout de 40 minutes pour vous poser ces questions. Je vous souhaite une belle rencontre, mesdames. Merci. Merci Nathalie. Bonjour à toutes les trois. Bonjour Charlotte. Avec la présentation qui a été un peu faite, mais on va, pour ceux qui ne connaissent pas, lever la main pour se montrer. Donc Sarah Rigaud, qui est directrice éditoriale aux Escales. Caroline Laurent, qui était éditrice chez Stock avec la création de la collection Arpège. Je dis ça parce que on en parlera sans doute après, et qui maintenant prend la voie de l'indépendance. Et Lola Nicole, qui vient de créer une collection au sein du groupe Delcourt, Les Avrils, qui a connu quelques péripéties pour sa naissance, mais qui arrive bientôt, là, demain ou presque, dans les librairies. Avant de plonger dans la question de qu'est-ce qu'un éditeur, parce que finalement, c'est ça la rencontre, on tenait à faire cette rencontre pour voilà, faire parler celles, on va mettre celles de toute façon toute la soirée, qui sont plutôt dans l'ombre. Habituellement, on parle, voilà, ce sont les auteurs qui parlent de leurs livres, mais vous êtes sans doute les mieux placés aussi pour en parler. Un petit exercice que j'aime bien avant, histoire de faire connaissance, de détendre l'atmosphère, parce qu'on est chacune chez soi derrière son écran, ce qui est quand même très bizarre. Un petit portrait chinois avec 3 questions. On va commencer par... on va faire dans l'ordre à chaque fois, Sarah, Lola, Caroline. C'est l'ordre de mon écran, donc voilà. Sarah, si tu étais un titre de roman. Alors là, je vais faire un peu d'autopromo, mais j'ai choisi Les Optimistes, un roman qu'on a publié aux Escales en début d'année, parce que je crois qu'on en a bien besoin. Lola. Moi, je dirais Journal du dehors de Annie Ernaux, parce qu'on a besoin d'extérieur pas mal, et je rêve de prendre le RER et d'aller observer ce qui se passe plus loin. Et alors moi, là au Débeauté, je dirais La vie devant soi, parce que là aussi, on a envie d'avoir quand même un horizon. Voilà. Joli panel. Si vous étiez un lieu, parce que je crois qu'on a besoin de ça aussi. Alors moi, n'importe où il y a de l'eau, que ce soit le canal à côté de chez moi, ou la mer, ou l'océan. L'eau. Voilà, moi, c'est plutôt en bas de chez moi, et je pense que Barbès-Rochechouart est quand même l'endroit que j'aime le plus au monde pour son côté cosmopolite, le grand désordre qui y règne. Eh bien, moi, qui ai la chance de revenir de l'île de la Réunion, je vais dire l'océan Indien, parce que c'est chez moi et parce que j'ai le bonheur d'être effectivement au bord de l'eau pendant quelques jours. Voilà. Et dernière chose, si vous étiez un personnage de fiction, que ce soit littéraire, cinématographique, peu importe. Moi, je prends un personnage de littérature pour les enfants qui s'appelle Harriet l'espionne. Moi, je prends Ferguson, le personnage de 4-3-2-1 de Paul Auster, qui est ce personnage où on a 4 fois les déclinaisons de sa vie. Donc, ça me fait pas mal rêver d'avoir 4 possibilités pour ma vie. Et moi, j'hésite entre Antigone pour le panache et Bartleby pour la passivité, donc cette espèce d'entre-deux. Oh, joli portrait, ça promet, toutes les 3. Et donc finalement, alors on ne va pas tout de suite demander qu'est-ce qu'un éditeur, mais comment on choisit de devenir éditrice, voilà, comment ça s'inscrit dans son parcours pour en arriver là où vous êtes en éditrice reconnue. Sarah, on va continuer le même... Moi, j'ai un parcours un petit peu atypique, puisqu'en fait, je travaille dans l'édition depuis longtemps. Mais j'ai commencé dans les sessions de droit. Enfin, j'ai d'abord commencé à travailler pour un agent, et puis j'ai travaillé pour les sessions de droit pendant longtemps. Donc, en fait, moi, j'ai plus travaillé dans les sessions que dans un service édito, et donc j'ai changé relativement récemment.
Donc, en fait, je suis encore une jeune éditrice puisque ça fait que, maintenant, ça fait 6 ans, mais c'est assez nouveau pour moi. Donc, mais avant, j'avais fait des études de lettres, je pense, comme la plupart des éditrices. Et du coup, l'arrivée aux escales, avec une prépondérance en littérature étrangère, c'est faite par envie, par challenge, par défi de passer du côté de l'édito? En fait, je pense que c'était un désir secret que je n'osais pas formuler. Et quand on m'a proposé le poste, j'ai sauté dessus, tout en étant incroyablement stressée, en me disant que j'y arriverais jamais. Et puis finalement, ça va. Ça a l'air d'aller. Ce qui est assez drôle, on va le dire pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est que Sarah est du coup l'éditrice de Caroline, Laurent, aux escales. Voilà. Et Lola. Aujourd'hui, là. Et Lola, mais oui! Oh, mais je viens de faire le. Voilà, ok. Bon. C'est très consanguin, là. On est en bande organisée, oui. Lola, du coup, ton parcours de. On peut le dire, avant de fonder cette collection Les Avrils, tu étais éditrice à l'Iconoclaste. Oui. Oui, alors moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours voulu faire ce métier alors que justement, je ne savais pas du tout quel était ce métier. Donc, je ne me l'explique toujours pas. Mais du coup, j'ai eu un parcours assez classique. J'ai fait une fac de lettres avec une option édition. Et après, pour parler très concrètement, j'ai fait un master en alternance. Et on croit souvent que les alternances, c'est pour des métiers plus techniques, etc. Et en fait, c'est vraiment super parce que c'est vraiment un métier, en tout cas le côté éditorial qu'on apprend avec quelqu'un. Je trouve que la notion de transmission est très importante. C'est très difficile d'apprendre ce métier sur les bancs de l'école. Voilà. Et donc, j'ai fait 2 ans en alternance chez Liana Lévy, après un court passage chez Héloïse d'Ormesson, 3 ans à l'Iconoclaste, et effectivement, maintenant, je monte cette collection au sein du groupe Delcourt. Et Caroline? Alors moi, quand j'ai commencé en fait à m'intéresser à l'édition, j'étais un peu comme Lola, je ne savais pas ce qu'était ce métier du tout. J'essayais de trouver surtout une alternative au métier d'enseignant qui, a priori, me tendait les bras, mais qui me paraissait finalement pas à ma portée. Et j'ai découvert le master de la Sorbonne, le master d'édition, et mon tout premier stage, je l'ai fait aux éditions Jean-Claude Attès, et ça a été une révélation, un éblouissement. Je me suis dit, mais voilà, il existe un métier qui nous permet d'être au plus près des livres et de la création, et les auteurs ne sont même pas morts, parce que jusqu'ici, comme beaucoup, dans ces études de lettres supérieures, je n'avais étudié que des classiques quasiment, et je n'étais pas extrêmement consciente en fait de ce champ extraordinaire de la littérature contemporaine. Et puis, les stages m'ont permis de me faire une idée un peu sur les différents types de maisons, et j'ai été embauchée très rapidement aux éditions Lattès, où j'avais donc fait mon tout premier stage, donc comme quoi ça marche, c'est utile vraiment. Et après, j'ai eu la chance de partir aux escales, donc pour la collection du domaine français. Et j'étais donc effectivement chez Stock encore jusqu'à fin août. Et maintenant, je tente le grand bain de l'aventure indépendante. Et je dois avouer que pour moi, c'est extrêmement grisant. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est 3 parcours différents et avec aujourd'hui des positions finalement assez différentes dans ce milieu-là. Et finalement, éditer, c'est quoi? Voilà, quelle est la place ou le rôle d'un éditeur s'il fallait l'expliquer? Voilà, parce qu'on a plein de fantasmes ou plein d'idées autour de l'éditeur, mais vous, votre conception de éditer, c'est quoi finalement? Dans l'ordre que vous voulez, hein, si vous voulez défaire le cercle. Moi, je pense que c'est très différent selon qu'on édite du français ou de l'étranger. Déjà, je pense que la première chose, c'est la transmission, de vouloir faire découvrir un texte qu'on a aimé au plus grand nombre. Quand c'est de l'étranger, c'est un petit peu plus facile, je pense, parce qu'il y a moins de travail et moins d'accompagnement avec l'auteur. Et avec les auteurs français, je pense que Caroline et Lola en parleront peut-être mieux que moi, il y a beaucoup plus d'accompagnement avec un auteur, beaucoup plus de travail sur le texte qu'avec la littérature étrangère. Et du coup, parce que moi, par exemple, qui suis pourtant assez au fait du monde des livres, comment ça se passe pour dénicher une voix étrangère? Comment les textes arrivent et comment on fait un choix finalement en littérature étrangère? Alors, pour la littérature étrangère, en fait, c'est quand même plus simple que pour la littérature française, je pense, parce qu'il y a beaucoup d'agents qui envoient donc des manuscrits, qu'on rencontre régulièrement et qui envoient des manuscrits selon nos demandes ou si jamais ils pensent que ça peut nous intéresser. Et par ailleurs, 2 fois par an,
dans une époque pré-Covid, il y a des foires internationales à Londres au printemps et à Francfort en octobre, où en fait, là, on a des rendez-vous d'une demi-heure par demi-heure, entre 9h et 18h. Et donc là, on voit les éditeurs et les agents du monde entier qui nous présentent leurs projets. Et après ça, il faut les lire, les trier, les faire lire, puisqu'on ne peut pas en général lire toutes les langues. Et après ça, choisir. D'accord. Mais du coup, il y a une présentation sur projet et ensuite, en fonction de ceux qui ont le plus d'intérêt pour toi ou pour la maison, et après, il y a lecture. Oui, exactement. D'accord. Donc, Sarah dit que c'est plus facile, mais moi, je trouve que ça paraît beaucoup plus difficile. Parce que je me dis que Sarah a la production mondiale devant les yeux. Enfin, c'est-à-dire que c'est énorme, enfin, tout ce qui se publie dans le monde. Donc, moi, en fait, ça me paraît beaucoup plus vertigineux que juste le marché français. Alors, effectivement, c'est peut-être plus professionnalisé en étranger parce que, alors nous, il y a de plus en plus d'agents. Donc, on se rapproche de plus en plus d'un fonctionnement un peu comme pour la littérature étrangère. Donc, ça se professionnalise un peu, donc ça va devenir comme ça. Mais c'est vrai que le marché est quand même plus restreint en français que sur la littérature mondiale. Après, pour répondre à la question, qu'est-ce que c'est éditer? Alors, plaçons-nous là, pour le coup, dans le cadre, effectivement, de la littérature française. Je crois qu'éditer, c'est mettre au monde. C'est donc accueillir une œuvre qui existe comme un enfant. L'enfant existe, on n'est pas en train de le façonner nous-mêmes. On est là pour le recevoir, mais on est là pour le faire grandir. C'est vraiment ça. Donc, c'est accompagner, c'est être capable aussi de sentir ce que l'auteur a voulu faire en écrivant, mais peut-être déceler les points de résistance, les éléments qui le freinent, qui le bloquent encore un peu pour tout un tas de raisons. Donc, c'est éprouver une forme d'empathie, hein, évidemment, pour l'auteur, pour le texte, mais sans jamais se substituer à lui. Ça, je trouve que c'est essentiel de le dire. Un éditeur n'est pas un deuxième écrivain, c'est vraiment juste le guide, le phare parfois peut-être quand ça devient vraiment trop compliqué et qu'on avance dans la nuit. Mais en tout cas, la présence aussi amie qui permet à un texte de devenir ce qu'il était déjà en germe, mais qu'il n'arrivait pas encore à exprimer pleinement. Et avant ça, il y a quand même aussi avant l'accompagnement, il y a aussi le choix qui est vraiment décisif. Et alors là, il y a plusieurs façons de travailler. Enfin, Caroline, qui est en indépendante, elle propose à plusieurs éditeurs. Moi, je réponds à une ligne, Sarah répond à une ligne. Donc, avant cet accompagnement, il y a aussi la question du choix qui est bien sûr important. Et c'est là que c'est à la fois très subjectif et voilà, quand on tombe amoureux d'un texte, quand on a envie il faut savoir qu'un texte, on l'accompagne très longtemps. Que ça soit dans le travail éditorial, mais aussi dans tout l'accompagnement commercial. Et du coup, c'est vrai que si on n'est pas convaincu un peu à 100%, nous, on passe vraiment beaucoup de temps après avec les livres et avec les auteurs. Donc il y a avant ce travail d'accompagnement qui est évidemment essentiel, dont parlait Caroline, il y a vraiment cette question du choix qui est vraiment... Et éditeur, c'est un métier de choix, quoi qu'il se passe. On choisit un texte, on choisit une couve, on choisit comment on va porter un discours. Donc, il y a vraiment cette notion-là. Il y a une très belle formule d'ailleurs de Jean-Jacques Pauvert qui disait qu'un éditeur, c'est quelqu'un qui dit non. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est aussi une partie intégrante du métier. Mais après, quand la rencontre se fait, être éditeur, c'est être ébloui aussi. Voilà, c'est de recevoir cette lumière et après de la diffuser. Et justement, si vous deviez garder la plus belle chose de votre métier et enlever la pire chose de votre métier, ce serait quoi? La chose peut-être la plus difficile et celle qui apporte finalement plus de joie. C'est pas tant enlever, mais il y a dans tous les métiers plusieurs facettes, forcément. La plus belle, c'est de découvrir un beau texte, je pense. Ouais. Oui, non, ça c'est sûr. Là-dessus, on est d'accord. Après, moi, je trouve que c'est quand même quand on arrive à vraiment partager, quoi. Quand on sent que ça prend et que les gens comprennent ce texte et qu'on a réussi à le porter, quand il y a ce petit moment de bascule où on sent que ça monte du côté de la presse, que ça monte du côté des libraires, ça, à ce moment-là, est quand même hyper jouissif. Et puis, c'est des super moments avec les auteurs parce que c'est des moments où on s'appelle tous les jours, on se dit « Ah, t'as vu, il y a eu un nouveau papier, il y a ça. » Enfin, voilà. Quand on arrive vraiment à transmettre, moi, je trouve que c'est quand même super, quoi. Ouais, l'émotion, elle vient, je crois, le jour aussi où on a le sentiment, comme disait Sarah, d'avoir rencontré une voix. Moi, en tout cas, je crois que dans mon parcours, c'est ça que je recherche. Plus qu'une bonne histoire, plus qu'une intrigue bien ficelée, plus que tout ça, c'est vraiment une voix.
Et donc, le fait d'assister à la naissance d'un auteur, d'un écrivain, ça, c'est le moment ultra grisant et qui rachète tout parce que c'est un recommencement perpétuel, en fait, de l'émotion première. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on recherche. Après, pour le pire, je pense que ce sont les désillusions, les déceptions liées à un milieu qu'on imagine au départ de l'extérieur extrêmement, bien évidemment, cultivé, intellectuel, et quand on est rattrapé par une logique strictement marchande, par peut-être des logiques d'actionnaires, par quelque chose de froid. Nietzsche parlait de l'État comme du plus froid des monstres froids, mais l'entreprise est un État dans l'État, donc je laisse à chacun imaginer le degré de monstruosité. Mais je trouve effectivement que c'est ça qui parfois est dur, c'est d'être brimé aussi dans sa créativité et de n'être parfois que des épiciers, comme on le dit souvent, de l'éditeur. Ouais. Non, c'est juste. Ouais. C'est juste sur l'épicier. Ouais, bah ouais. Ouais. Après, et oui, en même temps, c'est naturel parce que... C'est aussi le challenge, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est aussi... C'est ça qui est passionnant dans ce métier, c'est qu'il faut réussir à combiner ce truc très littéraire dans l'empathie, dans l'émotion, accompagner quelqu'un dans ce travail-là. Et en même temps, il y a une partie très commerciale. Enfin, et c'est sûr que c'est une vraie facette du métier que les gens ignorent souvent. Ils imaginent que l'éditeur est dans son bureau à lire des manuscrits, à faire des plans sur la comète. C'est vrai. Mais il y a aussi effectivement toute une partie très commerciale où il faut convaincre des commerciaux, il faut vendre, ce qu'on a à vendre, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment ces deux aspects-là. Et souvent, on n'imagine pas effectivement qu'il y a ce côté un peu épicier. C'est sûr. On est sur une ligne de crête, en tout cas, parce que, évidemment, un livre qu'on aime, auquel on croit, on n'a qu'une envie, c'est qu'il soit lu, c'est-à-dire qu'il soit acheté, parce que, certes, il y a les bibliothèques, elles sont très importantes, mais c'est avant tout par la librairie que ça passe. Donc ça, ça répond finalement au coup de cœur aussi que nous, on a ressenti pour un texte. Mais comment jouer, en fait, avec cette donnée-là sans se dévoyer? Voilà, on est sur cette ligne de crête-là, et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est prêt quand même à publier un livre, quand bien même on sait ou on se dit que d'un point de vue commercial, ce ne sera pas forcément un immense succès, mais que ce texte est important parce qu'il est nécessaire, parce qu'il dit des choses, parce qu'il représente encore l'émergence d'une voix, et que rien que pour ça, notre rôle d'éditeur, c'est effectivement de lui donner une large audience. Voilà. Mais c'est pour ça que... Pardon, Sarah, vas-y. En fait, on ne peut jamais savoir, et c'est ça la magie de ce métier. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des livres, tu penses que toi, tu l'adores, mais que potentiellement, ça ne marchera pas trop, et en fait, ça marche. Et vice-versa, tu penses qu'il y a des choses qui, tu penses, seront des énormes succès et ne le sont pas. Donc, en fait, je pense que c'est possible. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment excitant. C'est le côté poker du métier, c'est que... Bon, des fois, on sait, tous les voyants sont verts, voilà, mais c'est vrai qu'il y a souvent des surprises. Et puis c'est pour ça que la question du choix et de la conviction, en fait, préside à tout. Parce que après, tout peut arriver, quoi. Les jeux sont faits. Et justement, si on va chercher, c'est un peu les coulisses, parce qu'en tant que lecteur, voilà, on a un livre sur une table de librairie. On a l'impression qu'il a été écrit hier ou presque. Ça peut être cette impression-là. Peut-être une de vous trois qui explique la vie d'un livre avant qu'il ne soit dans les mains d'un lecteur, du moment où vous le choisissez. Donc ça, on imagine les tonnes de manuscrits que vous recevez et que vous lisez, et puis le coup de cœur arrive. Et ensuite, voilà, si l'une d'entre vous peut nous montrer un peu la vie avant, la gestation peut-être. Oui, effectivement, c'est vraiment tout un processus. On ne passe pas du manuscrit à la librairie tout de suite. Donc, il y a vraiment ce dont parlait Caroline sur l'accompagnement, le travail éditorial. C'est-à-dire que nous, on reçoit un texte. En fait, souvent, c'est la fin du travail pour l'auteur, mais en fait, c'est aussi le début d'un autre travail. Où là, on va vraiment effectivement pointer des faiblesses, discuter de points et d'autres. L'idée, c'est pas de reconstruire un livre, mais en tout cas de les faire parler un maximum, parce que souvent, il y a quand même c'est pas rare qu'ils tournent autour de leur idée et qu'en fait, la chose principale du livre doit être mise au jour. Donc, il y a vraiment tout ce travail éditorial qui peut être très court, comme très long. C'est-à-dire que là, ça dépend vraiment du travail qu'il y a à faire sur le texte et de notre expertise sur le texte. Et après, il y a toute la mise en commercialisation.
Donc, on présente le projet à des commerciaux qui vont après, sur le terrain, dans les librairies, convaincre les libraires d'acheter le livre. Il y a les attachés de presse qui vont commencer à lire les textes, en parler aux journalistes. Enfin, voilà. Donc, en fait, et toute cette phase de promotion, elle peut durer, de pré-commercialisation, on va dire, peut durer 6 mois. À peu près ça. Oui, par exemple, aujourd'hui, nous, on a présenté aux représentants les titres de mars-avril. On est toujours un peu en décalé dans ce métier aussi. Oui, voilà. Il faut anticiper. Ouais. Et justement, on entend alors depuis de nombreuses années, là évidemment, la pandémie ne fait que renforcer l'idée, mais que le livre est en crise, ou en tout cas que l'édition est en crise, ou qu'il y a une surproduction éditoriale et que les libraires étouffent un peu à ne plus savoir comment défendre. Alors, c'est là que je trouve que vos 3 positionnements sont intéressants parce que forcément les voix seront différentes, avec une maison établie, les Escales, assez jeunes mais établies, et qui se retrouvent voilà, dans ce milieu déjà depuis un moment, les Avril qui arrivent avec leur collection, et Caroline, toi qui décides d'une autre façon de se présenter au monde de l'édition. Je ne vais pas vous demander de dresser un état de comment va le livre aujourd'hui, parce qu'on pourra y passer, je crois, longtemps, mais voilà, comment on fait face à ça? Est-ce que vraiment il y a une crise ou est-ce que tout va bien? Et puis comment on y fait face, et comment on réfléchit à demain pour justement sauver ces textes que vous voulez mettre en valeur et parvenir jusqu'au lecteur. Parce que là, il y a aussi le problème, quand il y en a plein et trop de choix, comment arriver jusqu'au lecteur? Est-ce que le livre est en crise? Je dirais oui et non à la fois, bizarrement. Oui, parce qu'effectivement, on assiste à une surproduction éditoriale que tout le monde dénonce, mais que personne ne cherche finalement à faire reculer, pour des raisons qui peuvent tout à fait s'entendre du reste. À partir du moment où nous, on est convaincus par nos choix éditoriaux, on a envie de porter ces livres, on a envie de les défendre, on n'a pas envie de renoncer à des textes qui nous semblent importants. Sauf que nos petits camarades pensent la même chose et les collègues des collègues pensent la même chose, ce qui fait qu'à la fin, le marché se retrouve inondé. Ce qui crée effectivement une baisse en fait du milieu. Autrefois, on avait des ventes pour un livre peut-être autour de 10 000 exemplaires assurés. Aujourd'hui, entre nous, on voit que la moyenne a considérablement chuté parce qu'il y a un éclatement en fait de la proposition et que plus de livres reçoivent peut-être un numéro plus faible de lecteurs. Donc ça, c'est un vrai problème. Je ne suis pas sûre qu'on arrivera de sitôt à le régler pour les raisons que j'évoquais sur aussi les envies de chacun et puis un modèle économique qui nous pousse à ça de toute façon. Mais il me semble que malgré tout, dans le champ culturel, le livre résiste plutôt bien, et en tout cas plutôt mieux que nos pauvres camarades du théâtre, du cinéma, etc., surtout en ce moment, parce qu'on n'a jamais en fait inventé un objet, un morceau d'art plus accessible et plus ergonomique et mieux pensé de bout en bout que le livre. Il suffit de voir pendant le confinement à quel point le livre est devenu quand même un refuge pour un grand nombre de gens. On l'a chez soi, on l'ouvre, on le ferme, on le reprend, on le relit. C'est l'objet parfait, vraiment parfait. Et je pense qu'on a la chance malgré tout d'être dans un pays qui fait attention à sa culture, et on voit que par exemple les librairies qui sont quand même aidées par la loi sur le prix unique du livre, l'un dans l'autre, on réussit à fidéliser aussi des clients. Alors, c'est quelque chose qui est toujours fragile, qu'il faut vraiment, sur lesquels il faut veiller. Mais je suis peut-être un peu moins pessimiste, en fait, là, maintenant, que je ne l'aurais été il y a quelques années, en voyant avec le confinement comment les gens réagissent. Juste sur la surproduction, il y a effectivement les désirs de chacun, mais c'est aussi vraiment un système économique qui est basé là-dessus, et notamment dans les grosses maisons. C'est-à-dire qu'en fait, plus tu envoies d'hameçons, plus tu as de chances qu'il y en ait un qui prenne. Et donc, c'est vrai que cette démultiplication parce qu'un livre, c'est très peu cher à fabriquer, en fait. Par rapport à d'autres industries, par rapport à un film qui va demander des millions d'euros et des équipes énormes. En fait, nous, avec très peu d'argent, on peut faire un livre. Et c'est vrai, du coup, il y a cette multiplication de titres parce que on inonde aussi en se disant, il y en a bien un qui va marcher. Et voilà, si tu paries sur 2 et que les 2 ne marchent pas, c'est plus compliqué. Donc, c'est vrai que tout le système économique est aussi basé là-dessus.
Il y a aussi une logique d'actionnariat dans les gros groupes, hein, où en fait, si tu fais un chiffre en dessous que l'année précédente, c'est compliqué, même s'il y a eu un gros succès. Donc, et vu qu'on ne vend pas des petits pois, on a des années inégales, forcément. Donc c'est vrai qu'en fait, c'est pour ça que c'est très difficile de ralentir la machine, quoi. C'est-à-dire qu'on est quand même pris dans quelque chose, en tout cas dans les grandes maisons, hein, je ne parle pas des maisons indépendantes qui ont des programmes plus maîtrisés en général, mais c'est un problème assez et très vieux en fait. C'est pas complètement contemporain. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, je pense qu'on se demande sans cesse où va le livre, où va-t-on, mais finalement, les gens continuent à lire. Et on s'en sort plus ou moins. Enfin, il y a des années meilleures que d'autres, il y a des titres sur lesquels on est déçu, qui ne trouvent pas leur public, etc. Mais en gros, les gens continuent à lire. Et finalement, le livre n'a pas été oublié au profit du livre électronique ou de Netflix. Et c'est vrai, Caroline me disait, en fait, on a vu que les gens, pendant le confinement, se sont vraiment raccrochés à ça. Et les ventes en librairie ont été incroyables une fois qu'on a été déconfiné le 11 mai. Donc je pense que malgré tout, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais aussi plein de choses qui vont super bien et les gens continueront toujours à lire. Enfin, je crois. Après, c'est vrai que c'est plutôt une bataille. En fait, Caroline disait que les ventes moyennes s'effondraient, donc on a des ventes très basses, une baisse sellerisation. Et surtout, en fait, on a un effondrement des grands lecteurs. Donc, je crois que la classification, c'est 12 livres par an. Enfin, un livre par mois, en gros, ça, c'est un gros lecteur. Et en fait, cette catégorie, ça m'amuse parce que c'est vraiment une bataille du temps de loisirs, notamment à cause des réseaux sociaux et de Netflix, quoi. Donc, en fait, c'est pas que les gens aiment moins, c'est juste que l'attention, c'est vraiment ce qu'on appelle le marché de l'attention, c'est complètement démultiplié. Et donc, c'est sûr que tous, hein, on est tous là. C'est sûr que si tu passes 1 heure sur Instagram, c'est 1 heure que tu passes pas à lire, quoi. Donc, c'est plutôt un changement de paradigme dans les pratiques que vraiment un rejet du livre au profit d'autre chose, quoi. Et est-ce que du coup, ces changements et puis cette effectivement concurrence de Netflix des séries, en fait, de cette idée aussi de séries, est-ce que ça fait changer finalement, ou est-ce qu'on vous demande de changer? Je ne dis pas que c'est forcément une démarche personnelle, mais la ligne que vous auriez envie d'éditer, ou est-ce qu'on vous dit, voilà, maintenant, un livre, il faut, alors on a bien compris qu'il y a un coup de cœur, mais aussi il faut qu'il se vende. Et donc, ça serait bien qu'il soit de cette forme-là ou avec une ligne éditoriale très tranchée. Ou est-ce que finalement, c'est un peu tenir bon contre vents et marées et rester dans ce qu'on a envie de faire, quoi. Je pense qu'il y a une pression de la part des plus grosses structures, effectivement, pour que certains livres répondent à une forme de cahier des charges. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, parce que ce qui m'intéresse en littérature, c'est encore une fois la singularité d'une voix, d'un rapport au monde. Bon, bref. Après, est-ce qu'il n'y a pas une petite pression pour que les livres puissent être plus facilement adaptés en série, qu'on puisse effectivement tisser des ponts entre l'audiovisuel et la littérature? Je crois qu'il y a un peu de ça. Je me demande aussi en quelle mesure le lecteur, qui est par ailleurs abonné Netflix ou autre, n'est pas influencé par cette pratique des séries qui active chez lui des circuits d'endorphines spécifiques. Et il veut de l'intrigue, il veut du suspense, on veut du cliffhanger, on veut tout ça. Je pense que c'est une tendance en fait souterraine qu'on commence à voir se dessiner et que c'est sans doute notre rôle aussi à nous d'éditeurs de ne pas y succomber totalement. Ouais, moi je suis d'accord. Après, c'est vrai que moi je trouve que plus que sur la question des séries ou est-ce que ça influence vraiment. Enfin, je pense que le problème parce qu'on est toutes les trois éditrices en fiction, je crois que le problème c'est plutôt une sorte de rapport au réel qui est très bizarre en ce moment, c'est-à-dire que tu parlais de est-ce que vous choisissez les livres en fonction de comment vous allez réussir à les vendre. Ça, la réponse est oui, d'une certaine façon, dans le sens où nous, quand on lit un projet, on se dit comment je vais le défendre. Enfin, quelle phrase je vais dire pour le défendre, quel va être l'angle, etc. Enfin, ça, c'est vraiment le travail commercial pur. Mais je trouve qu'on est quand même aussi dans une sorte de tyrannie du réel sur est-ce que c'est une histoire vraie, est-ce que l'auteur l'a vraiment vécu, Donc, en fait, nous, je pense que notre problème, c'est plutôt quelque chose de une influence des réseaux sociaux sur à la fois on fictionnalise nos vies et à la fois on veut que la fiction soit réelle, quoi. Donc, je pense que nos enjeux en fiction aujourd'hui sont plutôt là-dessus que sur vraiment une forme
qui mimerait ou qui singerait les séries. Ou... Voilà, donc je crois qu'en fait, c'est plutôt ça, les enjeux en fiction en ce moment. C'est à partir du moment où il y a une histoire vraie, c'est OK. Mais c'est vrai que la fiction pure, c'est plus compliqué. Et donc voilà, je pense que c'est plutôt ça en termes vraiment de contenu, les enjeux en fiction aujourd'hui. Ce qui est assez étonnant à entendre en fait, parce qu'on pourrait avoir l'impression que justement il faut des trucs hyper, voilà, ce que disait Caroline, avec beaucoup d'intrigues et tout ça. Or, bon, la vraie vie, même si souvent on dépasse la fiction, parfois pas forcément, mais en fait la position n'est pas la même. Et du coup, en littérature étrangère, est-ce que la question se pose de la même manière ou le champ est tellement large? C'est vrai que ce que Lola disait, c'est on peut avoir en face finalement plein de cultures et plein de langues différentes finalement, enfin, de façons de raconter différentes. En fait, c'est-à-dire que quand on achète des livres qui sont déjà écrits en langue étrangère, on voit quand même émerger des sortes de modes. Donc, on voit, je ne sais pas, quand il y a eu la mode de 50 Shades of Grey, enfin, ce genre de choses-là. Donc, on voit quand même des similitudes entre les projets. Mais j'ai pas l'impression, enfin là, par exemple, là, j'en vois pas spécialement qui émerge, ou je crois pas qu'il y ait quelque chose qui est émergé parce qu'il y avait cette espèce de conflit de l'attention qui se porte. Mais en même temps, je pense qu'il y a plein de façons différentes de lire. Et il y a des gens qui font du binge reading comme ils font aussi du binge watching. Et en fait, je pense que pour les gens qui sont plus jeunes et pas du tout de ma génération, tous ces personnes qui ont grandi avec Harry Potter et qui lisent de la fantasy et qui lisent énormément, ils consomment les livres de la même façon qu'ils consommeraient une série sur Netflix. Et ça, je pense que c'est un truc assez générationnel. En tout cas, enfin, moi, je ne me sens pas tellement concernée, mais je suis très impressionnée de voir. Et pour le coup, c'est des gens qui lisent, à mon avis, deux livres par semaine facile, quoi. Donc, c'est assez étrange, en fait. Je pense que les modes de lecture sont différents selon les âges aussi. Oui, sans doute. Et puis effectivement, tous les lecteurs de séries, heroic fantasy, etc., eux ne se posent pas la question du réel. Plus ça va du côté de l'imaginaire, plus ils sont satisfaits. Et c'est un peu le syndrome Game of Thrones, quoi. Mais c'est vrai que c'est très fort, très marqué. Alors que dès qu'on passe, on va appeler ça, allez, la littérature blanche. Bon, dès qu'on est en littérature blanche, il peut y avoir ce rapport un peu trouble et assez agaçant parfois au jeu. Quand un auteur dit jeu alors que ce jeu n'est pas lui, on est presque déçu. On a envie de savoir qui est l'auteur qui se cache derrière le personnage et parfois de faire fusionner les deux, alors que, évidemment, comme on le sait depuis Rimbaud, jeu est un autre. Mais il y a quelque chose de très symptomatique dans ce rapport au moi, qui nous vient sans doute effectivement des réseaux sociaux, entre autres. Et puis ce problème, moi, qui me fascine de la légitimité. Pourquoi on serait plus légitime à raconter une histoire si on l'a vécue? Je crois pas. Le pouvoir de la fiction, c'est justement d'être capable de se déplacer dans l'esprit d'autrui. À partir de là, si on se dit qu'on ne raconte que ce qu'on a vécu, on va plus raconter grand-chose, sans doute. Enfin, ou ce sera un peu triste. C'est un vrai problème en ce moment, oui. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est un vrai problème, justement, dans les pays anglo-saxons. Oui, enfin, tout à fait. Je fais référence à ça, mais effectivement, là-bas, c'est un vrai problème. Et finalement, alors, vous éditez depuis de nombreuses années maintenant, vous lisez depuis que vous avez 6 ans, à peu près, ou peut-être avant si vous étiez précoce. Et finalement, quelle lectrice vous êtes? Est-ce qu'on a encore le temps d'être une lectrice d'autre chose ou est-ce qu'on est quand même prise dans la lecture des manuscrits, dans la lecture des textes de la maison, ou est-ce que vous avez encore le temps de lire autre chose et si oui, justement, quelles sont vos appétences qui peuvent peut-être être différentes de ce que vous éditez finalement, ou pas? Oui, il faut lire absolument à côté parce que on fait ce métier par plaisir, par bonheur et se couper de toute sève, de toute façon, ne serait pas bon ni pour notre métier, ni pour notre vie psychique, ni pour rien. Donc, il faut absolument continuer à lire. Ça, je trouve que c'est déterminant pour garder cette notion de plaisir qui est centrale. Et alors, en ce qui me concerne, c'est vrai que j'aime bien lire de la littérature étrangère aussi, puisque moi, je n'en édite pas, donc je suis toujours curieuse de voir ce qui se fait ailleurs dans le monde. Et puis parfois, tout simplement, se laisser porter par le conseil d'un libraire, par le bouche à oreille, par le livre qu'une amie nous a offert. Enfin, je trouve que ça fait partie des grands moments de bonheur en réalité du quotidien et je tiens à préserver ça au maximum. Moi, j'ai un peu des phases, j'avoue, où parfois j'arrive vraiment à lire et tout, parfois pas du tout, mais comme tout le monde en fait. Et puis, il y a 2 lectures en dehors de ce qu'on publie. Je trouve il y a
il y a vraiment moi, je fais vraiment une sorte de veille quand même sur ce qui sort, sur ce qui marche. Enfin, ça m'intéresse toujours quand même de lire voilà, les choses qui ont cartonné à la rentrée, de me dire, bon, voilà, pourquoi sentir... c'est quand même toujours intéressant de sentir les signaux faibles qui se dégagent d'une rentrée, des succès de l'année. Donc, il y a à la fois cette veille que j'aime bien faire. Et puis après, ouais, c'est quand même super d'avoir encore de la lecture plaisir. Et puis, moi, je trouve ça n'est jamais parasite. Enfin, Non, au pas contraire. d'éditeurs qui ne lisent plus. Non, puis plus on lit, plus on a envie de lire, en fait. Enfin, tu vois, les moments où tu peux pas lire du tout, c'est absolument atroce. Et puis tout d'un coup, tu lis en non-stop 3 livres dans la semaine. C'est assez étrange. Et du coup, vous arrivez à lire sans j'allais dire les travers, c'est un peu péjoratif, mais sans voilà, le positionnement d'éditeur, juste de vous laisser porter sans vous dire, oh, bah, moi j'aurais peut-être voilà, fait autrement, ou est-ce que vraiment là c'est de la lecture comme nous finalement, avec juste le plaisir du livre, quoi. Bah, moi, je trouve que quand on tombe sur un bon manuscrit, justement, qu'on peut potentiellement éditer, c'est quand on oublie qu'on est éditeur et quand on est juste lecteur. Et donc, du coup, c'est un plaisir de lecture qu'on a aussi dans notre travail, tout le temps. Et quand on oublie de regarder s'il y a des choses qui ne vont pas, des choses à améliorer, là, on sait qu'on est tombé sur un super truc qu'on a envie de publier. Ouais, c'est vrai. Et puis, c'est vrai que du coup, vu qu'on connaît quand même bien ce qui paraît et tout, on se connaît bien en tant que lecteur. Donc, moi, j'avoue que je vais sur des valeurs sûres pour moi. Et donc, c'est des livres dans lesquels j'arrive à me perdre complètement. Donc, voilà. Oui, je rejoins mes deux camarades sur ce plan-là. Le moment où on n'est plus avec notre loupe à regarder s'il y a des coquilles qui traînent ou des problèmes de construction, ben, généralement, c'est bon signe, c'est que le livre opère et que le charme est là. Et donc justement, alors on va pas faire comme si je vous avais pas posé la question avant, de nous donner voilà un de vos livres fétiches, et puis le livre à lire en ce moment peut-être qui voilà qui éclaire ou qui adoucit cette période. Alors, moi, mon livre fétiche, c'est Le Maître des Illusions de Donna Tartt, qui est un livre que j'ai lu pour la première fois à 17 ans et que je relis à peu près une fois par an. Donc voilà, c'est incroyable. Et le livre qui fait du bien, s'il faut dire ça comme ça, c'est un livre que j'ai lu pendant le premier confinement, que j'avais chez moi, que j'avais pas du tout envie de lire et que j'ai lu parce que j'étais coincée, que je pouvais pas sortir acheter autre chose. Et c'est un livre que tout le monde a lu, que tout le monde adore, hein. C'est Le Lambeau. Et j'ai trouvé que c'était de voir cet homme dans cette situation-là et de voir à quel point lui, les livres, la musique, enfin l'art l'ont aidé. J'ai trouvé que c'était une incroyable thérapie et vraiment un livre vraiment utile en fait. Et littéralement implacable. Enfin, vraiment, l'écriture est dingue, quoi. Moi, mon livre fétiche, c'est L'Art de la joie de Goliarda Sapienza, parce que vraiment, c'est le livre où, quand je l'ai refermé, je me suis dit, c'est bon, tout est possible. Genre, il faut juste se libérer et ça va aller. Et puis, moi, mon gros coup de cœur de la rentrée littéraire, c'est La trajectoire des confettis de Marie-Ève Thiot aux éditions du Sous-Sol. Et c'est un livre sur l'amour et sur la sexualité aujourd'hui, très ambitieux dans la construction. Et ce qui est super dans ce livre, c'est que c'est à la fois, on le lit, alors pour le coup, on le lit vraiment comme une saga. Il y a vraiment la finesse psychologique de la littérature française et à la fois une ambition et vraiment une amplitude de la littérature américaine. Enfin, je trouve qu'elle se situe vraiment au carrefour de plein de choses et c'est très, très fort. Premier roman. Alors moi, j'ai longuement hésité pour le livre fétiche parce qu'évidemment, comme mes camarades, j'imagine, il y en a un certain nombre et que les fétiches changent en fonction de l'époque. Mais quand même, je me suis rabattue sur Proust, sur Albertine disparue et sur celui-ci particulièrement parce que c'est le volume inachevé en fait de la recherche. C'est celui qui dit le pouvoir de la douleur au moment de la perte, au moment de la séparation. C'est celui qui dit aussi qu'on a en nous une multiplicité de moi et qu'en fonction de cette multiplicité de moi, on peut être soi-même changeant. C'est Venise, c'est splendide, enfin, c'est éternel. Il y a tout chez Proust, on le sait, mais celui-ci me touche vraiment particulièrement pour les thèmes qu'il aborde, pour la beauté de l'écriture et puis pour tout ce qu'il nous dit aussi de la mémoire. Et mon livre du moment, c'est un livre que Charlotte m'a offert, mais il ne faut pas le répéter.
coup de cœur absolu, moi, c'est Déborah Lévy, Le coup de la vie. Alors voilà, qui a illuminé mon quotidien comme le jaune illumine cette couverture. Splendide traduction de Céline Leroy. Saluons les traducteurs. Le coup de la vie, c'est le récit fragmentaire d'une femme de 50 ans qui va quitter son mari, élever seule ses filles adolescentes et enfin trouver un cabanon à soi, pas une chambre, mais un cabanon à soi pour écrire et renaître à elle-même. Et tout est beau, tout est juste, tout est poétique, tout est profond. C'est ce genre de livre qu'on peut lire, les ouvrir au hasard, relire juste quelques passages et on se sent un peu moins seul après. Donc c'est une petite merveille à lire absolument. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est absolument voilà. On est très sous-sol, hein. Très sous-sol là ce soir, bravo. Maison de garçon. Nathalie est arrivée. Ça fait pas 40 minutes, Nathalie, c'est pas possible. Et 19h41. Et moi, j'ai écouté attentivement parce que moi, je suis libraire. Donc, j'ai des choses à dire à ces dames éditrices. Alors, je voudrais juste rappeler que Lola a parlé du livre de Marie-Ève Thuot. Je l'ai reçu en rencontre. C'est moi qui ai eu la chance de l'interroger. La trajectoire des confettis pour un premier roman, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. 174 pages avec je ne sais pas combien de personnages, une densité, un prisme dans l'histoire particulier, mais qui va de 1800, je ne sais plus combien, jusqu'en 2000, c'est énorme. 24, 38, je ne sais plus. Ouais. Non, mais tous vos choix sont très bons. Donc, on va percer l'abcès, là. Moi, je représente mes confrères et mes consoeurs. Ne trouvez-vous pas quand même que 493 romans à la rentrée de janvier, c'est juste pas possible. Bon, alors moi, Nathalie, j'en sors 2, d'accord? Et j'ai attendu 8 mois. Je considère que j'ai fait ma part. Malheureusement, nous n'avons pas nos confrères de Gallimard ce soir. Qui en sortent 46. Voilà. C'est très compliqué pour les libraires. Moi, je sais que en tant que libraire, sur une rentrée où il y en a 493, j'arrive à en lire 80-90. Déjà, je trouve que c'est énorme. Je ne sais pas qui arrive à lire tous. Bon, personne ne les lit tous, ça c'est sûr. Mais moi, je voulais parler de l'aspect humain. Ne pensez-vous pas que dans vos maisons d'édition, chacune, là, vous avez des auteurs avec qui vous avez travaillé, que c'est... Alors, je ne sais pas comment le formuler, ce n'est pas une histoire de manque de respect, mais l'auteur a travaillé hyper longtemps avec vous et son bouquin sort et 15 jours après, il y a une grosse machine de guerre qui arrive et il est éjecté. C'est d'une violence violent, quoi. Et nous, c'est nous qui les récupérons après. Donc, évidemment, notre rôle, c'est pas du tout ça. Et du coup, moi, à titre personnel, c'est vraiment, j'ai toujours travaillé dans des maisons avec des programmations très resserrées. Et en fait, dans cette nouvelle collection chez Delcourt, c'était vraiment un prérequis, quoi. C'était, on fera 10 livres par an, maximum, alors qu'on est 2 éditrices. Et on n'en fera pas plus. Donc, c'est vrai qu'après, je pense que c'est vraiment un choix à faire et c'est une sorte d'éthique en fait à respecter, quoi, justement pour donner toutes leurs chances à nos auteurs. Après, c'est sûr qu'il faut faire des choix. Quand on est chez Gallimard, on ne peut pas faire ce choix. Ce qui est terrible, effectivement, c'est cette concurrence interne en fait au sein d'une même maison. Quand on sait par exemple en rentrée qu'il y a peut-être 15-20 titres qui vont sortir et que déjà sur ces 15-20 titres, dans la même maison, 5 seulement peut-être seront vraiment portés, défendus par les équipes parce qu'on les a propulsés en jeux commerciaux, je trouve que c'est d'une grande violence. Ouais, mais vous oubliez quelque chose aussi, c'est que le libraire, il a le pouvoir. Il a le pouvoir de ne pas mettre en rayon un livre. Il a le pouvoir de choisir. Bien sûr. Moi, ce que je disais souvent, j'ai le pouvoir de vie et de mort sur un livre. C'est le seul pouvoir que j'ai. Hein. Mais effectivement, si on n'a pas envie de mettre, ou alors on a envie d'aller chercher une pépite dont personne n'a parlé, qu'on le met en pile et qu'on en parle, ça, c'est aussi un pouvoir important, quoi. Mais c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même, la part belle est faite aux petits éditeurs depuis quelques années. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience là-dessus qui encourage vraiment cette sorte d'éthique de l'édition. Et puis par ailleurs, il y a tout un pan qui s'est développé, qui est la relation libraire à l'intérieur des maisons et qui sont de plus en plus importants, qui effectivement... et toutes ces relations qu'on peut avoir avec vous pour pousser tel ou tel livre, pour attirer votre attention sur tel ou tel livre. Donc je pense qu'il y a ces deux phénomènes-là qui montrent quand même qu'il y a un gros changement de paradigme par rapport à la place du libraire dans la chaîne. Je referme ma parenthèse, j'arrête de vous Il faut faire une soirée libraire, Nathalie. Oui, ça serait le rôle et voilà, et l'importance du libraire. Là, ça va être très chaud à mon avis. Je serais ravie de l'écouter.
Il y a une question pour toi, Charlotte. Je la passe tout de suite. C'est Vanessa qui la pose. Est-ce que cette soirée ne te donne pas envie de te lancer dans une reconversion? Mais qui? C'est une Vanessa que je connais ou... Si, on va s'arrêter là. Si. Bah, je crois que tous les gens qui vont participer là, ça donne envie. Enfin, quand on est très gros lecteur, parce que bon, 12 par an, j'en suis loin. Je pense qu'il y a à un moment donné cette envie-là. Enfin, c'est quand même... on parlait au début d'idées de transmission, ou même Caroline disait de mise au monde. Enfin, c'est quand même un métier assez fantastique, je crois. On confirme. C'est Alors, François Terny qui disait c'est le plus beau métier du monde. Annou a deux questions. Alors, je vais d'abord poser la première. Comment votre année se rythme-t-elle en lien, je suppose, avec les rentrées littéraires de janvier et septembre? Est-ce qu'il y a une saisonnalité dans votre travail? Oui. Oui, en littérature, effectivement, il y a ces deux grands temps forts qui sont la rentrée de fin août-septembre et la rentrée de janvier. On ne publie rien en été, en général. Même en juin, c'est rare. Toi, Sarah, tu publies des choses en juin? Ouais, moi je publie. Bah, c'est bien. Hein? Bah, c'est bien. Tu Ouais, occupes ouais. le terrain pendant que... J'ai même publié en juillet cette année avec le confinement, tu vois. Donc. Voilà, Sarah disait qu'elle présentait la mars-avril, qui va être mon cas demain d'ailleurs. Et en fait, du coup, on est toujours en gros un décalage de 3 mois par rapport à ce qui va arriver en librairie. Donc, tous les 3 mois, on a cette grande messe avec nos commerciaux pour présenter ce qui va arriver. Donc voilà, notre année est rythmée là-dessus. Et puis sur la préparation de septembre, qui est évidemment très importante, avec des tournées libraires au printemps, début de l'été. Et puis janvier qui en fait devient un peu pareil. En fait, j'ai l'impression qu'on est tout le temps en préparation de la rentrée littéraire et qu'on est tout le temps en rentrée littéraire, que ce soit celle de septembre ou celle de janvier, puisque celle de septembre, on commence finalement un petit peu à la mettre sur les rails dès le mois de mars, hein, mars-avril. Ouais. Donc finalement, mars-avril, on est à peine sorti de la rentrée de janvier, on est déjà sur celle de septembre et ce continuum ne s'arrête pas. Et il y a vraiment ce rapport au temps qui est très particulier et il y a vraiment, c'est très circulaire en fait, nos années. Et surtout, on a toujours 2 ou 3 temps. Donc, il y a le temps où vraiment on travaille sur les choses qui vont sortir, à 3 mois, et puis à 2 ans, 3 ans, parce qu'on prépare aussi nos programmes voilà, là, on est toutes, je pense qu'on a fini plus ou moins 2021, on est toutes sur les programmes 2022, par exemple. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours ce décalage dans le temps qui est assez bizarre. Mais qui est pas... Alors, attention, j'ai une grande question de Florence. Quels sont les écrivains de demain? Vous n'avez pas 3 heures, hein, vous avez 2 minutes. À part Lola Nicole et Caroline Laurent. Bien joué. Bonne réponse, Sarah. C'est très compliqué. C'est-à-dire des premiers romans qui... C'est pas la question, c'est quels sont les écrivains de demain? Je ne peux pas Ceux qu'on va découvrir aujourd'hui. Merci, Caroline. Elles sont très fortes. Et Florence a une deuxième question d'ailleurs. Est-ce que les réseaux sociaux sont-ils un atout pour les écrivains ou pas? Alors moi, je pense que tout dépend en fait aussi j'allais dire, alors peut-être de la jeunesse, pardon, en tout cas du degré d'implication dans ce monde numérique des auteurs. Il y a des écrivains qui sont aujourd'hui complètement à côté de ça, qui ne vont pas aller créer une page Facebook ou un compte Instagram et qui finalement s'en sortiront en empruntant d'autres voies. Après, pour notre génération, malgré tout, j'ai le sentiment qu'on a besoin quand même d'être présent un minimum. Déjà parce que ça nous permet quand même d'échanger directement avec les lecteurs, ce qu'on ne pouvait pas faire autrefois. Et moi, je trouve que c'est assez génial de pouvoir avoir des moments presque de complicité avec des blogueurs, des influenceurs. La limite du système, c'est le rapport au moi. Le fait qu'on soit simplement dans l'image, donc dans quelque chose de superficiel. Donc, il faut veiller à ce que, on va dire, les choses ne débordent pas de trop non plus. Et par rapport à nous, ce qu'on peut demander à nos auteurs, c'est vrai que moi, quand il y a un auteur qui n'a pas de présence sur les réseaux sociaux et qui me demande « mais tu penses que je devrais m'y mettre et tout », en fait, j'ai plutôt tendance je considère que c'est pas... S'il n'en a pas envie ou si c'est pas naturel pour lui, c'est pas à lui de faire sa promo, en fait, c'est mon job. Et c'est vrai qu'il y a plein d'auteurs qui sont pas du tout à l'aise avec l'autopromo et jamais je demanderais à un auteur de se mettre sur les réseaux juste pour ça. Voilà, soit il est à l'aise, il a envie de le faire, mais
c'est vrai que c'est quand même... puis c'est du travail, enfin, voilà. C'est chronophage. C'est hyper chronophage. Et en plus, c'est notre job quand même de défendre les auteurs. Donc, c'est vrai que s'ils doivent se défendre tout seuls, obligatoirement, ça devient quand même compliqué. Alors, je vais revenir à la deuxième question de Annie. Que pensez-vous de publier les premières lignes des romans en 4e de couverture pour éviter peut-être le côté un peu trop commercial de l'appel du lecteur? Tout dépend des premières lignes, j'ai envie de dire. si c'est pas top. La question sous-jacente, c'est peut-être est-ce qu'on en dit trop, nous, éditeurs, dans les 4e? Est-ce qu'on dévoile trop de choses? Ça arrive parfois. Après, personnellement, j'étais confrontée à des réactions de lecteurs totalement opposées. Certains qui disaient c'est trop elliptique, on ne sait pas de quoi ça parle, du coup ça me fait peur, j'ai pas envie de 20 € dans un livre qui me paraît opaque. Et à l'inverse, d'autres lecteurs qui disent non, non, là j'en sais beaucoup trop, j'ai presque plus envie de l'acheter parce que j'ai l'impression que je n'aurai plus aucune surprise. Bon, je pense qu'il faut trouver un juste milieu, mais les toutes premières lignes, finalement, on les découvre aussi en feuilletant le livre à la première page. Donc, je trouve que la 4e doit quand même apporter un petit quelque chose de différent. Bon, moi, je ne les lis pas, les 4e, je vous le dis tout de suite. Sur la... C'est fini pour voir si ça colle bien, en fait. Sur la conception des 4e, moi qui ai eu la chance du coup de créer cette collection, c'est une grande interrogation qu'on avait avec mon associée Sandrine Thévenet. Et du coup, on a décidé de faire 400 signes maximum de résumé, avec aucune phrase de type un roman bouleversant. Ah, merci. Vraiment hyper factuel. Une citation pour vraiment rentrer dans la voix de l'auteur, et puis une bio un peu contextualisée pour voir un peu à qui on a affaire, parce que c'est vrai que c'est quand même des questions que les lecteurs se posent souvent. Mais comment il est arrivé à écrire ce texte? On essaie un peu de répondre à la question dans la bio. Donc, mais c'est vrai que c'était un gros travail de repenser un peu les 4e pour éviter le robinet d'eau tiède. Et puis, c'est vrai qu'en fait, on se rend compte qu'on va vite à des phrases toutes faites qu'on écrit toute la journée. Et c'est dur, en fait, d'échapper à ça. Alors, une question très intéressante, c'est Marc qui la pose. Quel a été l'éditeur ou l'éditrice qui vous a impressionné? Ne bottez pas en touche. Hein. Sarah va commencer à répondre d'ailleurs. Je vais répondre à un truc qui va paraître étrange, mais je pense que l'éditeur qui m'a le plus impressionné, que j'ai vu d'un peu loin, c'est Ivan Nabokov chez Plomb. Parce que ou d'ailleurs Françoise Truffaut chez Belfond, parce que c'était alors ils n'ont pas du tout le même âge, mais c'est des générations de personnes qui sont incroyablement cultivées et qui ont une connaissance, mais qui semble absolument infinie de la littérature. Et je trouve que c'est quelque chose qui se perd un petit peu de nos jours. Donc c'est ces deux personnes. Moi, je vais avoir ce qu'on appelle la reconnaissance du ventre. Je vais citer Karina Ossine, que j'ai rencontrée lorsque j'étais chez Lattès, qui a été en fait la première qui m'a formée, même pendant mon stage chez Lattès, qui m'a appris le goût du métier surtout, qui m'a enseigné et transmis cette passion. Grâce à qui j'ai pu accompagner aussi Delphine de Vigan, Philippe Lançon, Isabelle Monin, Hervé Letellier, voilà, des auteurs comme ça. Et j'ai le souvenir de notre premier appel téléphonique alors que j'étais, pour tout vous dire, chez ma mère en vacances et que je venais à peine de me réveiller. J'étais dans la salle de bain à passer mon premier entretien téléphonique et qu'elle avait été d'une grande bienveillance à mon égard alors que je ne connaissais rien de rien à l'édition et qu'elle m'a dit « je vous prends quand même ». Voilà. Moi, je vais être un peu dans la lignée de Caroline, mais c'est Sandrine Thévenet avec qui je fonde aujourd'hui les Avrils, parce qu'en fait, on s'est rencontrés parce que j'ai fait un apprentissage avec elle. Donc, il y a vraiment cette idée je parlais de la transmission, de filiation, et en fait, ça a été un énorme coup de foudre professionnel comme il n'en arrive pas en fait dans la vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui, à la fois, on est très différentes, on a 20 ans d'écart, on a une culture différente, etc. Mais on se retrouve quand même autour de grandes valeurs et de goût. Et elle m'a vraiment, elle m'a tout appris. Et aujourd'hui, nous partageons notre quotidien, donc c'est une belle histoire.
Parfait. Avant de vous laisser le mot de la fin, mesdames, parce qu'on arrive à la fin de cette rencontre, je vais rappeler que demain, à 19h, nous aurons rendez-vous avec Caroline von Krokoff. Ça sera Frédéric Deguel qui sera aux manettes et qui va mener cette rencontre. Donc, pour son roman qui s'appelle La Rose Blanche aux éditions Prisma. Mesdames, je vais vous remercier chaleureusement d'avoir été là ce soir avec nous. C'était passionnant de vous écouter. Merci Charlotte pour cette très belle médiation. Et je vous laisse le mot de la fin. Non, le mot de la fin, je vais tricher, je vais leur demander chacune un seul mot. Et après on garde avec la question piège de éditer en un mot. La joie. Plaisir. Accompagner. Bon, maintenant, vous pouvez trouver un roman maintenant. Allez-y, vous avez le sujet. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci pour tout ce que vous faites et pour nous les lecteurs. Voilà. Prenez soin de vous. Bonnes vacances bientôt. Bonne fête de fin d'année. Merci. Au revoir à tous. Merci à toi, Nathalie.